Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Vous souvenez-vous de la Supellex? Sans doute pas. Mais si j'évoque le lit d'Ulysse et de Pénélope, peut-être que ça vous reviendra petit à petit. L'Odyssée, les passages de Papinien qui mentionnent cet épisode, la tentative des juristes romains de définir ce qui relève du mobilier domestique, de la Supellex, justement. Je suis sûr que cela vous revient petit à petit. Au fond, la question traitée par Papinien vers 200 après Jésus-Christ est simple à situer dans ses enjeux. Si un testateur lègue par testament sa Supellex, le mobilier domestique, à quelqu'un, et qu'au moment de son décès, un lit en argent se trouve dans sa maison, le légataire est-il fondé de le revendiquer auprès de l'héritier, ou bien le lit appartient-il à l'argenterie? Pour résoudre un tel cas, une définition de la Supellex est nécessaire, et les juristes romains en ont bien proposé une. Elle avait été élaborée par Tubéron à la fin de la République, avant d'être reprise et commentée par un autre juriste, Cels, qui fut consul en 129 après Jésus-Christ, donc environ un siècle et demi plus tard. Tubéron tente de définir le mobilier domestique de la manière suivante: c'est une sorte d'équipement appartenant au père de famille, composé des biens destinés à l'usage quotidien qui ne relèvent d'aucune autre catégorie déterminée, comme par exemple les provisions, l'argenterie, les vêtements, les parures, les instruments agricoles ou les installations de la maison. La définition de Tubéron s'articule en deux volets, vous le savez déjà, un versant positif, un versant négatif. Le premier pose le principe. Le mobilier domestique est un ensemble de biens affectés à l'usage quotidien du chef de famille. Le critère déterminant est donc fonctionnel. Second volet en circonscrit le périmètre par exclusion. N'entrent dans la Supellex que les biens qui ne relèvent d'aucune autre catégorie, notamment provisions, argenterie, vêtements, objets d'ornement, les instruments agricoles ou encore les installations de la maison du genre tableau, statue. Il s'agit d'une définition élaborée selon le schéma classique du genre et de la différence spécifique. On part d'un genre englobant, en l'occurrence les choses entendues au sens le plus large, puis on opère la délimitation de cet ensemble, c'est-à-dire des choses, par référence à un trait distinctif, à savoir leur destination à l'usage quotidien. Donc vous avez un genre, les choses, ensuite il faut, disons, circonscrire dans l'ensemble des choses du monde celles qui relèvent du mobilier domestique, et c'est leur fonction qui permet, c'est un trait spécifique qui permet de, disons, dresser un périmètre plus étroit. Enfin, précision supplémentaire consiste à exclure les choses relevant d'autres catégories susceptibles de se recouper. On obtient de la sorte la catégorie finale visée par la définition, le mobilier domestique, la Supellex. Alors, comme vous le savez, les juristes notamment, qui sont dans la salle, la définition par genre et différence spécifique est l'instrument rationnel privilégié des juristes de tout le temps. Mais les juristes romains avaient aussi recours à une autre manière de saisir la réalité et d'en ordonner les éléments, plus intuitive, plus souple, peut-être aussi plus suggestive. Donc on fait une sorte de démarche qui nous transpose, nous transporte d'un domaine plus rationnel à un domaine plus intuitif. Donc le cours d'aujourd'hui met les deux façons d'aborder une même réalité l'une face de l'autre. Alors, par exemple, voici une autre manière de parler du même objet, de la même catégorie, la Supellex. C'est une façon d'en parler qui vient du juriste Labéon, et c'est encore une fois Cels
2 siècles, un siècle et demi plus tard, qui la rapporte, qui rapporte le propos de Labéon. Alors, Labéon soutient, on lit le texte de Cels, que la supellex tire son origine du fait que, jadis, ceux qui partaient pour une mission publique prenaient en location tous les effets qui pouvaient leur être utiles sous les tentes en peau, suppellibus. Labéon écrivait à l'époque d'Auguste. Donc, il connaissait déjà la définition par genre et espèce proposée par Tubéron, que nous venons de lire. D'ailleurs, Tubéron était le maître de Labéon, donc forcément, Labéon, son élève, connaissait sa définition par genre et différences spécifiques. Mais Labéon emprunte une autre voie. Sa démarche se veut étymologique. Il entend remonter à l'origine du mot pour en dégager les sens profonds authentiques. Mais, et c'est là tout l'enjeu, il s'agit en réalité non pas d'une étymologie, mais d'une par-étymologie. Labéon traite suppellex comme un mot valise, un mot qui en contient d'autres, c'est-à-dire un mot susceptible d'être décomposé en éléments signifiants et s'appuie aussi sur une paronomase, c'est-à-dire sur une proximité phonétique. Suppellex, dit-il, vient de subpellibus. Alors, ce jeu lexical donne d'emblée une première idée de ce que recouvre la suppellex. Il s'agit des objets indispensables à la vie quotidienne qu'on peut apporter en voyage sous une tente. Si on part en voyage, on va loger sous une tente en peau. Et ce sont les objets qu'on peut amener avec soi. Mais la formule de Labéon vise une portée plus large qui opère sur le plan du temps et de l'histoire. Car ces lecteurs sont transportés dans un monde austère où les citoyens romains ne s'éloignaient de Rome que pour accomplir des missions d'intérêt public, pénibles, périlleuses, en terre lointaine, munies du strict nécessaire. Une tente en cuir pour s'abriter, un nombre limité, forcément, d'objets d'usage quotidien destinés à leurs besoins essentiels. Ah, vous voyez, je n'aime pas trop la reconstitution, mais celle-ci s'appuie sur une trouvaille exceptionnelle qui a eu lieu dans ce camp qui s'appelle Vindolanda et qui se trouve au nord de l'Angleterre, dans l'ancienne province romaine de Bretagne. Donc on a retrouvé un morceau de peau qui appartenait à une tente. Donc c'est une reconstitution quand même assez fiable. Mais comme vous savez, je suis un homme de l'Antiquité dans tous les sens, donc je vous montre plutôt la colonne des Trajans. J'ai plus de confiance. Un autre juriste, Sextus Aelius, consul en 198 avant Jésus-Christ, soit près de 2 siècles avant Labéon, en mission militaire en Grèce, refusa les dons que lui avaient offerts les Étoliens de la vaisselle en argent, préférant conserver les ustensiles en terre cuite qu'il avait apportés avec lui. J'espère que vous vous en souvenez. En tout cas, on pourrait dire que par ce jeu de mots, suppellex, suppellibus, Labéon donne une définition parfaite de ce qu'était la suppellex au temps frugaux de Sextus Aelius. Mais vous l'aurez remarqué, Labéon parle ici de l'origine de la suppellex.
non pas de l'origine du mot, mais de la notion de qu'est-ce que le mobilier domestique, son contenu. Alors, parler d'origine implique que, selon Labéon, depuis le début, les objets de la Supellex avaient beaucoup évolué, bien au-delà de ce qu'on pouvait autrefois conserver sous son tente. Dans son jeu de mots apparaît donc aussi la conscience d'un changement social et d'une transformation de la notion. Vous voyez, ce que je considère nécessaire de faire, c'est de suivre mot par mot les vibrations des textes antiques. Et je tiens à rendre honneur à la mémoire d'un grand savant italien dont le premier anniversaire de la mort revient cette semaine, qui s'appelait Mario Brettone. C'était vraiment un grand savant qui nous a appris, aux chercheurs de ma génération, à vraiment rester à l'écoute des textes anciens. Et c'est ce que j'essaye de vous transmettre. Alors, jeu de mots, qu'importe dès lors que la dérivation proposée par Labéon soit entièrement erronée. C'est un calembour, mais un calembour très sérieux. Et par ailleurs, il faut le dire, on ignore aujourd'hui quelle était la vraie origine du mot Supellex. Donc c'est quand même une tentative qui ne tient pas la place d'une étymologie qu'on ignore encore. Dans notre séance d'aujourd'hui, nous parlerons précisément de cela, des parétymologies. Je vous avais déjà donné quelques repères mercredi dernier. Les parétymologies désignent une étymologie approximative qui s'en approche sans y confondre, qui demeure, pour ainsi dire, parallèle. Sentez les mêmes mots, parallèle, parétymologie. Donc la parétymologie est une étymologie parallèle. Il existe plusieurs stratégies pour la pratiquer, mais la plus fréquente, du moins dans l'Antiquité, les plus fréquentes sont au nombre de 3. Donc il y a 3 façons plus répandues de pratiquer la parétymologie. Alors, première manière consiste à associer un mot à un autre qui lui rassemble phonétiquement à travers ce qu'on appelle précisément une paronomase. C'est le cas, nous connaissons déjà, de pignus, pugnus. Le pignus, le gage, est ainsi appelé de pugnus parce que les choses données en gage sont remises de la main à la main. D'où également il peut apparaître vrai, ce que certains soutiennent, que le pignus se constitue proprement sur une chose mobilière. On a ici un faux rapprochement entre pignus et pugnus, fondé sur les sons. Vous voyez, une voyelle près, c'est le même mot, du point de vue, disons, des lettres qui le composent. Et ce faux rapprochement permet toutefois à Gaius non seulement d'éclairer la notion de gage, qui implique que le bien faisant l'objet du gage soit livré au créancier, mais aussi d'en tirer une conséquence précise. Le gage doit porter sur une chose mobilière. L'essence du mot associé, dans ce cas, le mot pugnus, point, qui est associé au mot pignus, éclaire alors celui qu'on cherche à expliquer, pignus. Il s'agit d'une interprétation fondée sur une association d'idées, sur une analogie. Parfois, le procédé de la parétymologie est analogue, mais plus élaboré. On ne se limite pas à rapprocher le mot expliqué d'un terme unique, censé en éclairer le sens, comme dans le cas de pignus pugnus, mais on traite le mot expliqué comme s'il s'agissait d'un mot composé, une sorte de mot valise dont on dégage plusieurs éléments. Et tel est précisément, vous l'avez bien compris, le procédé adopté par Labéon avec le mot Supellex, qu'il analyse comme 2 mots.
sub pellipus, sous les peaux, détente. Alors, voyons quelques autres exemples en latin. C'est à vous d'en juger, de voir si ça vous parle ou pas. Lepus, le lièvre, expliqué comme lévipes, au pied léger, c'est-à-dire c'est comme s'il disait dans le mot lepus deux mots, levis, léger, et pes, pied. Vulpes, le renard, expliqué comme volipes, au pied qui vole. Et écoutez comme celle-ci est jolie, la dernière, stella, l'étoile, disent-ils, est une stilla luminis, une goutte de lumière. Si nous tentons de rendre justice à cette expression avec plus de fidélité, compris dans le son, on pourrait proposer, on la nomme stella puisqu'elle distille la lumière. Alors, c'est là pour le latin, pour le français, par exemple, jeunesse, âge où les jeunes naissent. Pantalon, qui pend jusqu'au talon. Le mot pantalon vient en réalité de l'italien pantalone, le personnage avare et âgé de la commedia dell'arte, portant une longue culotte. Bref, on associe un mot à un autre, ou bien on segmente un mot en plusieurs unités, et les sens émergent de cette mise en relation. Il existe une troisième manière de procéder, plus rare et un peu tirée par les cheveux, qui agaçait déjà les anciens eux-mêmes, jusqu'à Varron, qui pourtant ne se privait pas d'étymologie audacieuse. Il s'agit de la parétymologie par antiphrase, autrement dit par le contraire. La plus célèbre est lucus a non lucendo. Pour la comprendre, lucus, c'est le bois, la forêt. Quelqu'un proposait un rapprochement avec le verbe lucere, dérivé de lux, lumière, et donc ce verbe signifie luire, briller. Or, dans une forêt, précisément, la lumière du soleil est filtrée par les troncs, les branches, les feuilles, et l'on avance plutôt dans l'ombre, d'où l'explication par antiphrase, par le contraire, lucus a non lucendo. On l'a nommé lucus parce qu'il n'y a pas de lux, il n'y a pas de lumière. Alors, c'est bizarre, ce serait comme prétendre que, par exemple, en français, le mot lent dérive d'élan, désignant par opposition quelqu'un plein d'énergie et de dynamisme. Mais au fond, ce n'est pas si absurde, puisque ce rapport entre la lumière et l'obscurité est primordial dans notre relation au bois, comme le montre l'expression éclaircie de forêt. En tout cas, je ne souhaite pas, je le répète, vous corrompre, même si vous n'êtes pas corruptible, avec ces procédés. Nous avons déjà bien assez de fake news de nos jours. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on appelle ce type de fausse étymologie des étymologies populaires. En réalité, du moins à Rome, elles étaient proposées par des grands érudits et Quintilien mettait déjà en garde ses élèves contre ces petites subtilités où s'épuisent surtout les amateurs de ce genre d'exercice qui ramènent les mots légèrement infléchis à leur prétendue vérité par toutes sortes de procédés, en abrégeant ou en allongeant, en ajoutant ou en retranchant, en permutant lettres ou syllabes. Dès là, les esprits mal tournés glissent jusqu'aux jeux les plus grossiers. Alors, quoi qu'il en soit, je pense que vous avez compris pourquoi
j'ai donné de la place à ce genre d'étymologie dans un cours sur les métaphores. Car, à mon sens, il s'agit d'un procédé inverse de la métaphore. Dans la métaphore, on prend un mot, on le détourne de son sens propre afin de signifier autre chose. Ici, on prend cet autre mot, on le rapproche du mot propre et on s'en sert pour en expliquer le sens. Autrement dit, ce qui à l'origine, le mot propre, n'était pas une métaphore, le devient après coup grâce à ce rapprochement. Le devient après coup grâce à ce rapprochement. C'est une métaphore a posteriori, une métaphore à rebours. Du moins, c'est comme ça que je la comprends. Il y a là, en effet, un conflit conceptuel entre les mots ainsi rapprochés, ce même conflit d'où naît la métaphore. En tout cas, le fait que le juriste romain y recourt justifie pleinement que nous nous y intéressions. Chez eux, la parétymologie a normalement une finalité pratique, pas toujours, mais normalement, c'est le cas. Elle fournit un point d'appui à l'interprétation. Donc il y a toujours un but, celui d'appuyer l'interprétation. Elle constitue une manière de travailler le lexique en y inscrivant ou en réactivant une dimension figurale potentiellement métaphorique. Donc, étudier ces procédés, ces jeux de mots, c'est une manière d'entrer dans le laboratoire linguistique des juristes romains. Alors, commençons par les explications les moins hasardeuses. D'abord, celle du mot furtum, c'est-à-dire le vol. Furtum, selon Labéon, serait dit de furvo, ou de furvum, pour mieux dire, c'est-à-dire sombre, noir, parce qu'un vol se commet en secret et dans l'obscurité, les plus souvent de nuit. Ou bien, selon Sabinus, furtum viendrait de fraus, c'est-à-dire fraude, ou encore de ferre et aufferre, c'est-à-dire porter, emporter. On peut aussi rapporter le mot furtum au grec, où le voleur, foures, sont appelés phores. Du reste, les Grecs eux-mêmes ont formé phores à partir de ferein, c'est-à-dire porter, le même mot que faire en latin. Alors, nous sommes dans le premier quart du IIIe siècle après Jésus-Christ. C'est Paul, vous savez que j'ai une prédilection pour ces juristes, qui nous proposent non pas une, mais trois parétymologies du même mot, furtum. On dirait presque qu'il en dresse une petite exposition. Il commence par la plus ancienne, celle de Labéon, qui remonte à 2 siècles avant lui. Furtum, selon Labéon, dériverait de furvum, c'est-à-dire de sombre, noir, parce qu'un vol se commet en secret dans l'obscurité, le plus souvent de nuit. Alors, cette explication met en valeur, bon, elle est évidemment fondée sur un paronomase, donc c'est un mot qu'on peut rapprocher, furvum de furtum, mais ça c'est seulement, disons, l'appui de la paronomase, mais du point de vue du contenu, cette explication met en valeur les circonstances du délit, le fait que le voleur cherche à se soustraire à la vue. Et du reste, il faut savoir que le vol nocturne était nommément envisagé par la loi des 12 tables qui a autorisé le propriétaire à tuer le cambrioleur nocturne pris sur le fait. Deuxième par étymologie, celle de Sabinus, il appartient à la génération suivante, dans la première moitié du 1er siècle après Jésus-Christ. L'autorité de Sabinus fut telle qu'il donna son nom à l'une des grandes écoles qui divisèrent
durablement la jurisprudence romaine en deux courants, celle des Sabiniens. Et mieux encore, il est souvent tenu, Sabinus, pour le premier juriste moderne, tandis que ses prédécesseurs, Labéon compris, étaient rangés parmi les anciens, les vétéres. Donc il y avait cette sorte de partage entre les anciens et les modernes, ou les contemporains, et Sabinus était le premier des modernes. Donc vous voyez l'importance de ce juriste. Et Sabinus va droit au point juridique. Le vol, le furtum, implique la volonté de s'approprier la chose d'autrui sans autorisation, autrement dit, avec ce que le droit moderne appelle le dol, la volonté consciente de commettre l'acte illicite. Dès lors, pour Sabinus, furtum se rapproche de fraus, la fraude. Donc vous voyez l'élément intentionnel. Paul, en revanche, se montre plus réservé. On sent qu'il n'adhère qu'à moitié à ses constructions. Donc c'est la troisième couche de ce texte. Il cherche une autre explication, la troisième, qui passe par le verbe ferre, qui signifie porter, où il fait renvoi à la forme renforcée de ferre, au ferre, signifiant emporter, avec le préfixe a. À la différence de Sabinus, mais aussi de Labéon, ce n'est pas l'aspect subjectif qui intéresse Paul, mais bien l'aspect objectif, le fait de soustraire la chose d'autrui. Alors, son raisonnement, effectivement, est plus fiable, car Paul s'aperçoit exactement de la proximité du mot latin fur avec le grec, où l'on appelle les voleurs fores. Et donc, il suppose une parenté entre grec et latin, hypothèse que confirment aujourd'hui les linguistes pour qui le latin fur et le grec for remontent à une même racine proto-indo-européenne qui signifie voleur. Alors, quoi qu'il en soit, l'impression est que Paul ne cherche pas tant à trancher, à choisir une seule explication, mais plutôt à les déployer toutes, en convoquant successivement les explications du mot furtum par l'obscurité, par la fraude et par le fait d'emporter la chose qu'on soustrait. Il en vient à décrire, en quelque sorte, tous les éléments du vol en tant que délit. Donc c'est une sorte de pédagogie qu'il met à l'œuvre. Non seulement des mots sont rapprochés d'autres mots, mais des étymologies sont mises en série. Il en résulte pour les lecteurs une image à la fois frappante et mémorisable. Donc c'est une sorte de fonction, disons, icono, je ne sais pas comment le dire, c'est une icône qu'on propose, c'est une image qui reste frappante, incise dans la mémoire du lecteur, qui permet d'expliquer les vols sous tous ces aspects les plus importants du point de vue juridique. Donc il ne faut pas choisir la bonne version, mais il faut s'en souvenir de toutes. Alors, restons à Labéon. C'est la troisième fois que nous rencontrons son nom aujourd'hui. Disons, c'était le cas du vol, mais c'était aussi le cas de la suppellex. Et ce n'est pas un hasard. Les anciens savaient que ce juriste, Labéon, à l'époque d'Auguste, était passionné par ce type d'explication étymologique. C'est ce que nous dit Olugel, un autre érudit éperdument amoureux du latin des temps révolus, qui écrit au IIe siècle après Jésus-Christ, donc à peu près un siècle et demi après la mort de Labéon, mais
qui se souvient très bien de l'œuvre de Labéon. Labéon était exceptionnellement versé dans l'origine et l'explication rationnelle des mots latins. Est-il mis surtout ce savoir au service de la résolution de nombreux pièges juridiques? Alors, on peut croire au Lugel, qui s'y connaissait lui aussi, Labéon devait avoir un véritable talent pour ce type d'explication. Et il est significatif qu'Olugel lui-même comprenne déjà qu'il ne s'agit pas de simple divertissement, mais d'un moyen de dénouer les nœuds, les liens, les pièges du droit. Bref, le droit a toujours affaire aux mots et les juristes doivent se doter de tous les moyens pour les maîtriser. Il faut dire qu'Olugel lui-même savait aussi que s'aventurer dans ses inventions, dans ses étymologies à rebours, était souvent un peu risqué, le risque étant de tomber dans l'absurde, dans la plaisanterie qui ne fait pas rire. Dans les livres que Labéon a consacrés à l'édit du prêteur, Labéon a exposé de nombreuses analyses, en partie brillantes et spirituelles. En partie, donc pas toutes. Olugel en rapporte une qu'il considérait, je pense, comme bien réussie. Elle me paraît telle également, bien qu'elle soit particulièrement audacieuse et au fond un peu triste. Ainsi, lit-on, par exemple, dans le 4e livre du commentaire de l'édit écrit par Labéon, la sœur, soror, dit Labéon, a été ainsi appelée parce qu'elle naît, pour ainsi dire, à part. Naît à part. Seorsum nascitur. Et qu'elle se sépare de la maison où elle est née pour passer dans une autre famille. L'expédient linguistique adopté ici par Labéon, je pense, vous est clair. Soror, la sœur, soror, est analysé comme un mot valise composé de seorsum, adverbe signifiant séparément, ailleurs, à part, et de nascitur, elle naît. C'est une explication qui isole la femme au sein de sa famille d'origine et la destine d'emblée à en être séparée, à migrer vers une autre famille, celle du futur mari, un destin que Labéon lit comme déjà inscrit dans son nom. Naturellement, il s'agit d'une fausse étymologie, et Labéon le sait très bien, car il emploie l'adverbe atténuateur quasi, presque, quasi. Quasi seorsum nascitur, presque comme si elle naissait à part. Donc il comprend que ce n'est pas ça la signification véritable du mot, mais il la propose, et il la propose parce qu'il s'agit d'une explication profondément idéologique. Elle éclaire bien les mécanismes de pouvoir à l'œuvre à Rome, où la femme est tendanciellement envisagée en fonction de son devenir épouse. Olugel lui-même, après avoir rapporté l'explication de Labéon, en propose une autre qui n'est pas d'un juriste, mais d'un philosophe. Un autre auteur, pas Labéon, il s'agit de Publius Nigidius Figulus,
contemporain de Cicéron qui contribua à réintroduire à Rome la philosophie de Pythagore. Quant au terme frater, Publius Nigilius Figulus, homme d'une grande érudition, en propose une interprétation étymologique non moins ingénieuse et subtile par rapport aux interprétations proposées par Labéon. Frater, dit-il, serait ainsi nommé comme s'il était fere alter. Donc, vous entendez frater, fere alter, presque un autre soi-même. Alors, cette explication me plaît davantage. Ce presque d'autre moi raconte bien les choses. Et par ailleurs, elle me fait penser à mes frères. Restons à présent sur les idées liées au rôle des hommes et des femmes. C'est Papinien qui nous parle du mot adulterium, adultère. Et il en parle de cette manière. À proprement parler, l'adultère est commis avec une femme mariée, ce terme ayant été formé sur le fait que le fruit de l'enfantement a été conçu d'un autre que le mari. Le stupre, en revanche, est commis avec une vierge ou une veuve. Alors, il faut expliquer le contexte. Papinien commente ici une loi sur l'adultère promulguée par Auguste dans le cadre de sa politique de moralisation des mœurs sexuelles et d'encouragement nataliste. Les Romains et les Romaines, au dernier siècle de la République, avaient adopté des pratiques relativement libres ainsi qu'une certaine forme d'autodétermination, attitude que l'empereur considérait comme responsable du déclin des naissances. D'où l'instauration des sanctions sévères contre les relations hors mariage par une loi appelée de son nom Lex Iulia de Adulteris. Or, dans cette loi sur les adultères apparaissent deux termes différents, adulterium et stuprum. Et les juristes avaient du mal à en définir clairement la différence et la portée, parce que ces deux mots n'étaient pas expliqués, définis dans la loi elle-même. Donc, ils trouvaient ces deux mots et ils avaient du mal à comprendre pourquoi on en utilisait deux. C'est précisément à ces problèmes que s'attaque ici Papinien, où il commente ces deux mots. Alors, commençons nous aussi par le mot adulterium. Il faut remarquer qu'il utilise ici l'adverbe proprie, c'est-à-dire il est en train de chercher la signification, le sens propre du mot. Son explication marche un peu sur le fil entre le vrai et le faux, puisqu'en latin, adulterium a effectivement un lien avec le mot alter, ou la racine du mot alter, autre. Donc, ce n'est pas totalement faux ce qu'il dit, parce qu'il y a un lien avec le mot alter. Adulterium, en effet, vient du verbe adulterare, qui signifie altérer. Autrement dit, rendre autre, falsifier, corrompre. À partir de ce mot, de ce verbe, et on peut y voir probablement une extension métaphorique, adulterare matronam, c'est corrompre une matrone, la rendre autre. Alors, Papinien perçoit exactement que l'adultère est étymologiquement lié à alter, mais le fait est qu'il en infléchit le sens. Il change un peu le sens de ce mot alter. Dans son explication, alter, c'est l'autre,
c'est-à-dire l'homme avec lequel une femme entretient une relation sexuelle. Et ce changement d'angle redéfinit l'explication dans son ensemble et ouvre sur un point entièrement différent de cette relation avec un autre partenaire peut naître un enfant qui n'est donc pas celui du mari légitime. C'est cela, avant tout, qui préoccupe Papinien. D'où sa parétymologie adulterium, qui aura été ainsi appelée, puisque le fruit de l'enfantement a été conçu d'un autre que le mari. Pour essayer de conserver la même idée en français, on pourrait dire adultère, c'est altérer la filiation. De cette explication ressort la préoccupation démographique ainsi que l'idée de la fonction reproductive de la famille qui constituait les objectifs poursuivis par Auguste par sa législation. En revanche, s'agissant d'une femme non mariée, jeune femme ou veuve, le terme approprié est, selon Papinien, stuprum. Le juriste ne s'attarde pas à définir ce qu'est stuprum parce que c'était un mot courant qui désignait quelque chose de honteux, de contraire aux normes, quelque chose qui suscite la stupeur de la communauté dans laquelle on vit. Il y a peut-être d'ailleurs en latin un lien entre stuprum et stupor, la stupeur. Ainsi, pour une femme non mariée, une relation avec un homme est source de honte. Pour une femme mariée, en revanche, l'adultère met en danger la légitimation de la filiation. Alors, vous voyez que dans ces deux jeux de mots, en apparence innocents, toute une morale à fleur, une morale sexuelle, pensée pour les hommes et à leur profit. Ce sont les hommes dont la filiation légitime est mise en danger, le mari. Ce sont les hommes de la communauté qui considèrent honteux les comportements d'autrui. Mais au fond, cela n'a rien d'étonnant, car Papinien est aussi ce juriste qui s'attendrissait en pensant au lit d'Ulysse et de Pénélope. Je vous avais dit que la forme la plus audacieuse de la parétymologie, pour ne pas dire la plus farfelue, est celle qu'on appelle techniquement par antiphrase, par opposition. C'est une parétymologie qui rapproche le mot expliqué d'un mot semblable, mais porteur d'une idée contraire. Ici, le conflit métaphorique atteint son apogée et les anciens eux-mêmes le trouvaient parfois irritant. Les juristes romains sont très réservés à l'égard de ce type d'opération. Il s'agit là d'une attitude typique du juriste de tous les temps qui fait de la gravité, de la sobriété, son habitus professionnel, disons son costume-cravate. Toutefois, au moins une fois, les juristes aussi cèdent à la tentation, et c'est le cas de l'explication du mot miles, soldat, proposé par Ulpien dans son commentaire de l'édit. Ulpien, vous savez, c'est un juriste qui est mort en 223 après Jésus-Christ. Miles se rattache soit à militia, c'est-à-dire à duritia, la dureté qui supporte pour nous, soit à multitude, soit au mal que les soldats ont pour fonction de repousser, soit encore se rattache au nombre de 1000 hommes. Alors, comme nous l'avons vu dans le passage de Paul consacré au furtum, au vol, Ulpien accumule lui aussi plusieurs explications, jusqu'à 4. Alors, nous les passons maintenant rapidement en revue, mais d'abord une précision. Ulpien s'intéresse ici au terme miles,
soldats, parce qu'il était en train de traiter le sujet du testament des soldats, le Testamentum Militis. Et quant à sa forme, ces testaments étaient beaucoup plus simples que les testaments ordinaires. Il était donc essentiel de déterminer qui pouvait être considéré comme soldat et bénéficier de ce régime. Alors, vous voyez ici une enluminure d'un manuscrit du XIIe siècle qui a été probablement rédigé à Bologne, mais qui est aujourd'hui conservé à la BNF, dans les trésors de la BNF. C'est un manuscrit juridique du digeste, c'est les titres concernant le testament de militaire. On voit un soldat blessé, étendu au sol, transpercé par les lances des ennemis qui ont le bonnet, le casque rouge. Celui, c'est son compagnon, parce que vous voyez que le casque, disons, doré les distingue, comme les maillots de joueurs d'une équipe de football. Et vous voyez aussi l'épée trempée dans le sang avec laquelle il est en train de rédiger son testament sur les boucliers. Cela veut dire que le testament, qui est normalement entouré de beaucoup de formalités pour les soldats, était vraiment hors toute formalité. Ce qui comptait, c'était l'expression de la volonté. Ici, c'est probablement un juge, quelqu'un qui tient l'épée de la justice, ou ici le juge aussi. Ce sont deux signes. Celui-ci, c'est le juge, et celui-ci, on ne comprend pas trop, mais bon, c'est important de considérer que ces images sont un peu le parallèle de par étymologie, d'une certaine façon. Ce sont des façons d'ouvrir des fenêtres dans l'interprétation des textes juridiques. Et je dois cette image, cette explication à Viviana Persi, une très bonne chercheuse qui est en train de publier une étude, la première étude vraiment complète sur ces enluminures juridiques, qui ne sont pas seulement un ornement, mais qui sont un paratexte. Ce sont des éléments qui nous permettent de pénétrer dans la mentalité de ceux qui lisaient ces manuscrits au Moyen Âge. Par ailleurs, c'est aussi une façon très simple de vous montrer à quel point le corpus de Justinien était important au Moyen Âge. On le comprend tout de suite lorsqu'on voit cette page. Alors, vous avez compris que le problème de comprendre qui était un soldat, qui était un miles, était très important parce que de cela dépendait la, disons, légitimité, la validité d'un testament rédigé par quelqu'un. C'est le régime ordinaire ou le régime militaire du testament. Alors, revenons à l'explication d'Ulpien. Alors, il faut aussi remarquer que Ulpien explique parfois le mot miles, parfois le mot militia. Donc, milice, pas seulement soldat. Donc, il faut, c'est pas important, disons, du point de vue du contenu, mais c'est important pour mieux comprendre son explication. Alors, je commence par la deuxième explication. La première, on va y revenir. Et cette deuxième explication établit un rapprochement
entre militia et multitudo. On comprend aisément l'idée, l'armée rassemble un grand nombre de soldats. Multitudo, multitude, donc le soldat est en lien avec l'armée. Sur le plan formel, si sur le plan du contenu elle est très évidente, moins évidente car il n'y a pas de rapport véritable phonétique entre militia et multitudo. Certes, il y a quelques lettres en commun, mais la ressemblance est loin d'être frappante. On peut donc supposer qu'Ulpien entend militia comme évoquant une forme fictive. C'est mon idée peut-être, même, je me suis fait dévoyer par étymologie, mais je pense qu'il avait en tête le mot multitia. Donc il a dû se dire militia, multitia, multitudo. C'est un mot inexistant en latin. Troisième explication, miles est rapproché de malum, de mal. L'idée est claire. Il s'agit encore d'une parétymologie par antiphrase, fondée sur l'opposition. Le soldat ont pour fonction de repousser le mal. C'est pour ça qu'on les appelle milites. Alors, il s'agit ici presque d'une parétymologie par antiphrase, parce qu'ils ont pour fonction de repousser le mal. Ce n'est pas exactement par antiphrase, mais on s'y avoisine assez. Vient ensuite l'explication qui rapproche miles du nombre 1000. Ici encore, l'idée est que les soldats agissent toujours en groupe au sein de l'armée. Mais si pour multitudo l'assonance n'était pas vraiment gagnée, elle est plus nette ici perceptible entre mille et miles. Et on rappellera d'ailleurs que l'armée romaine la plus ancienne, celle de l'époque royale, était organisée en unités de 1000 hommes. Alors, cette dernière explication se prolonge dans le texte d'Ulpien par un rapprochement avec le grec, que je n'ai pas transcrit, mais je le dis. Revenons donc à la première explication, celle par antiphrase. Alors, miles, ici, est rattaché à militia. Donc, il y a un premier passage, miles vient de militia ou est rattaché à militia, et militia est rattaché, rapproché de duritia, c'est-à-dire la dureté de la vie du soldat, confronté à de nombreuses épreuves pour la défense de la patrie. Et donc, à première vue, cette explication surprend. Car quel est le lien phonétique entre militia et duritia? Il n'y a pas de lien, sauf les dernières lettres. Alors, pour comprendre le raisonnement d'Ulpien, il faut élargir la perspective, car plusieurs sources proposent cette même parétymologie qui remonte, paraît-il, à un savant maître de Varron, Aelius Stylon, qui était un contemporain de Cicéron. Alors, cette explication est rapportée par le glossaire de Festus, épitomé abrégé par Paul Diacre. Aelius Stylon, ce savant de l'âge républicaine, pense que le mot miles, soldat, dérive de mollitia, moles, par antiphrase. Il n'a rien de mou dans ses fonctions, mais au contraire des tâches rudes. Alors, vous voyez bien, ça c'est explicite, militia est mis en relation avec mollitia, la vie molle, évidemment par contraste et paradoxe. C'est à cette tradition qui remonte à Aelius Stylon
qu'Ulpien fait en réalité référence. Mais les juristes ne rappellent pas le mot mollitia, ils sautent une étape et passent directement à son contraire, duritia. Miles se rattache soit à militia, c'est-à-dire à duritia, la dureté, que le soldat supporte pour nous. Alors, je pense que d'une certaine manière, cette manière de procéder d'Ulpien éclaire la façon dont ces parétymologies paradoxales étaient comprises par les Romains eux-mêmes. Ils avaient tendance à réduire le conflit conceptuel. Donc, j'ai parlé du conflit conceptuel. Mon propos est aussi de vous montrer cette hypothèse, d'essayer disons, de la tester avec vous, cette hypothèse que la parétymologie relève d'un procédé métaphorique. Et comme le procédé métaphorique relève d'un conflit conceptuel, il me semble que les Romains sentaient ce conflit conceptuel, ils essayaient de le réduire, de le maîtriser. Ulpien connaît très bien l'explication par antiphrase, militia mollitia, mais il en tire seulement la conséquence logique, militia renvoie à duritia. Donc vous voyez, il n'y a pas de contraste. Il élimine, il gomme le paradoxe. Je pense aussi que cela montre, encore une fois, que les juristes goûtent peu les bizarreries. Lorsqu'ils sont confrontés de calembours, ils essayent de les normaliser. Il n'est pas question pour Ulpien de tourner les soldats en dérision, de leur attribuer, ne serait-ce qu'un instant, une vie de mollesse. Loin de toute vie molle, la militia est bien une duritia. C'est le mot qu'il choisit d'employer. Rappelons d'ailleurs qu'Ulpien fut préfet de prétoire, c'est-à-dire commandant de la garde impériale. Il connaissait concrètement la vie militaire, sa dureté au point d'être assassiné par ses propres soldats. Je conclurai par deux exemples que j'aime bien, juste pour le plaisir très rapide de les partager. Le premier exemple vient de Cicéron. Cicéron, j'ai une prédilection totale pour ce grand homme, dont la maîtrise du langage et la force morale sont bien connues pour ceux qui souhaitent le voir. À propos de la fides, la loyauté, il dit « La loyauté, la fides, a été appelée fides parce qu'on fait ce qu'on dit. On fait ce qu'on dit. Fides, fiat quod dictum est appellatam fidem. » Donc, il ne faut pas que je vous l'explique, mais je le ferai pour ceux qui écoutent un podcast. C'est comme si Cicéron prenait les initiales F, I, D, E, S, fides. C'est un calembour remarquable, presque un acronyme, votre passion française que je ne peux que constater. Mais revenons à Ulpien. Il est l'auteur d'une parétymologie parmi les plus célèbres, moi je dirais la plus célèbre de la culture juridique occidentale, placée en tête du digeste par les collaborateurs de Justinien. Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat, est autem a justitia appellatum. Celui qui veut se consacrer au droit doit d'abord savoir d'où dérive le nom du droit. Or, celui-ci tire ce nom de la justice. Selon Ulpien, ius
dériverait de justitia. Bien entendu, il n'en est rien. C'est plutôt l'inverse. Mais il serait naïf de croire qu'Ulpien l'ignorait. Et je pense vous avoir entretenu et avoir insisté sur les parétymologies nous met dans la condition vraiment de comprendre qu'Ulpien n'ignorait pas du tout le fait que l'étymologie n'était pas la bonne étymologie. Nous avons vu qu'il maîtrisait parfaitement ces jeux étymologiques et surtout que ces fausses étymologies avaient une fonction. Ulpien, ici, veut dire que le droit devrait toujours exprimer la justice. Voilà pourquoi il fait dériver ius de justitia, qui doit en être à la fois l'origine et la boussole. En somme, je vous ai présenté des jeux de mots, mais des jeux de mots pour dire des choses importantes, et c'est toujours ainsi, je pense. Rien ne dit mieux le sérieux qu'un sourire. Et je vous souhaite maintenant 2 semaines de vacances et nous nous retrouverons le mercredi 6 mai. Au revoir.